Bienvenue dans le Hauts-de-Seine-Cast, autrement appelé 56Cast numéro 92. Vivement que ça se termine cette histoire de département. On n'est pas loin. Cette semaine, nous allons parler de gypaète barbu. Oui, tout à fait. C'est un oiseau. Et on va en parler avec Michel Terrasse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ornithologue et administrateur de la LPO, donc c'est la Ligue pour la protection des oiseaux. Et vous vous occupez particulièrement de la mission Rapace. Et donc vous êtes un spécialiste de la mission Sauvons le gypaète en ce moment. C'est ça? C'est ça. Alors, pourquoi? Donc, moi, j'ai reçu des mails de la LPO qui me disaient qu'en ce moment, il y avait une campagne de dons pour aider le gypaète. Donc, il y a un grand plan de sauvegarde, conservation et réintroduction du gypaète en France. Donc ça, c'est l'actualité de cet oiseau. Alors d'abord, si on recommence du début, qu'est-ce que c'est le gypaète? Il a un nom super, gypaète barbu. Alors le gypaète, ça veut dire aigle vautour en grec. La racine, ça veut dire cela. Dans la plupart des pays où le gypaète est bien connu, et curieusement pas en France, il s'appelait le casseur d'os. Quebrantahuesos en espagnol et bien d'autres vocables, toujours liés à ce cassage de l'os qui fait l'une des particularités du gypaète, c'est-à-dire de se nourrir des os qu'il casse et dont il mange les fragments et la moelle. Il a une niche écologique unique, on peut dire, dans le monde des oiseaux. C'est le seul à faire ça, parce que les vautours, d'habitude, ils cherchent la viande plutôt. Les vautours cherchent la viande, c'est pour ça qu'il arrive en dernier lieu. Il y a un animal qui mange aussi beaucoup d'os qui est connu, c'est la hyène, mais il n'y a pas d'animaux aussi spécialisés dans la consommation des os que le gypaète. Donc il est tranquille, il est patient, il laisse faire les autres nécrophages, les charognards. Quand ils ont tout mangé, lui il arrive, il a encore de quoi manger pendant environ un mois, les os restent stables avec leurs protéines à l'intérieur dont il se nourrit. Et il arrive à la toute fin. Alors en plus il est très beau, il a un pantalon bouffant absolument magnifique et une petite barbe, d'où le nom de gypaète barbu. Et j'ai trouvé cette petite vidéo de National Geographic, c'est un extrait de leur film Un monde mortel, jeu sans fin. Alors attention à la musique dramatique, hein, qui montre justement ce qu'il fait avec les os. Le gypaète barbu est le seul oiseau au monde à se nourrir principalement d'os, notamment pour la moelle très riche en nutriments qu'il renferme. Et il a une méthode infaillible pour la récupérer. Le vautour s'élève dans les airs à 60 mètres de haut. Puis, il largue son os. Le fémur de la chèvre se brise en une dizaine de morceaux. La moelle est maintenant accessible et le gypaète peut également ingurgiter les petits morceaux d'os. Donc ça, c'est en Éthiopie? C'est en Éthiopie, oui. Alors, il vit où, en fait? Il vit dans toutes les montagnes, voire dans les rochers, même jusqu'à la mer, mais comme toute espèce attaquée ou dérangée ou envahie par l'homme, il s'est isolé dans ses refuges de haute montagne, comme beaucoup d'animaux d'ailleurs. Les ours, les chamois se cantonnent en haute montagne alors qu'ils vivaient partout ailleurs. Il y avait des gypaètes dans toutes les zones un peu rocheuses de tout l'ancien monde, c'est-à-dire Europe, Eurasie et Afrique. Et maintenant, il faut le chercher en haute montagne et c'est là qu'il a, dans ses derniers refuges, qu'il a pu sauver des micro-populations, dont celle que j'ai pris sous mon aile avec mon frère depuis maintenant des dizaines d'années dans les Pyrénées et en Corse. Et puis à partir de cette population autochtone, mais extrêmement fragile. Je vous parle de moins de 10 couples pour les populations françaises en 1960, avec heureusement des oiseaux du côté espagnol, mais enfin c'était insignifiant. On comptait sur les 5 doigts de la main et multiplié par quelques mains le nombre de gypaètes survivants. Alors il a fallu s'en occuper, c'est quand même 40 années de travail, vraiment de travail, et maintenant on peut dire qu'on a réussi la réoccupation des grandes montagnes d'Europe occidentale par le gypaète. Mais il y a encore beaucoup à faire. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y en ait presque plus comme ça? Alors, selon les régions, les origines sont différentes, mais c'est toujours la persécution par l'homme. C'est la chasse directe ou c'est juste l'homme qui occupe un territoire?
Alors, oui, dans les petites zones rocheuses, il suffit qu'un monastère s'installe dans un monastère. Alors, même les monastères, les gypaètes côtoyaient. Si je parle d'un monastère, c'est parce qu'il y a quelques monastères encore. Il y en avait en Crète, il y en avait dans les Pyrénées, où le gypaète était tout près de l'homme. Si on lui fiche la paix, le gypaète, il n'y a qu'à voir en Éthiopie. C'est un hôtel qui organise le nourrissage des gypaètes, et les gypaètes viennent, et là, on peut les filmer de façon magnifique. Non, la persécution, c'est des hommes qui cherchaient à le tuer, parce que soit ils avaient peur de lui, avec une légende comme quoi cet animal extrêmement inoffensif était dangereux, même pour les alpinistes, parce qu'ils voulaient l'éliminer, parce que c'était un concurrent, parce qu'il tuait les bouquetins, soi-disant. On a décrit des meurtres de bouquetins, le gypaète les précipitant dans le vide, alors qu'il est d'une gaucherie, d'une timidité au sol, mais il suffit qu'il y ait 5 vautours qui mangent, il attend tranquille que tout le monde ait fini son travail pour aller prendre son petit bout d'os et aller le placer plus loin. Alors tout ça, c'est des injustices absolues. Et puis il y a aussi les collectionneurs d'œufs et les collectionneurs de dépouilles. Le 19e, c'était la muséologie basée sur l'analyse des cadavres, l'analyse des squelettes, et ensuite leur exposition dans des musées. La collectionnite aiguë des œufs et des peaux, qu'on appelait des peaux, c'est-à-dire l'animal naturalisé, ça a valu la disparition de beaucoup d'espèces dès 1880. On cite le grand pingouin. Le gypaète a disparu de Sardaigne à cause de ça. Alors, dans les années 20, il restait pratiquement plus de gypaète que dans les Pyrénées, et un tout petit noyau en Corse. Et vous voyez, on est 100 ans plus tard, depuis les années 60, on a remis les choses à zéro, on en a fait un oiseau protégé, absolument protégé, bien entendu. Les chasseurs ont accepté cette idée parce que c'est une évidence. Et en plus, il est beau, en plus même certains se régalent de le voir voler. Bon. On en a fait un oiseau, alors il est très dérangé maintenant. Alors la cause de menaces majeures maintenant, c'est l'envahissement de la montagne par le gypaète. Dans les grandes montagnes, ça se passe encore à peu près bien, mais dans les petites montagnes comme les Pyrénées-Atlantiques, il faut lutter contre toute forme d'atteinte au milieu naturel. Ça peut être l'écobuage, c'est-à-dire les paysans qui brûlent les montagnes. Il faut le faire à bon escient, sans ça on peut brûler des territoires à gypaète avec même des falaises. Ça peut être l'alpinisme, la randonnée, l'hélicoptère. Les voyages d'hélicoptère sont extrêmement périlleux pour le gypaète. Un seul voyage peut faire disparaître un nid. Le poussin et l'œuf quand il est trop petit, les parents quittent le nid et la nichée est perdue. La nichée, c'est-à-dire un œuf ou deux et un seul poussin. Donc c'est un oiseau à la reproduction très lente, qui mérite beaucoup de soins, surtout dans notre monde où tout est envahi par l'homme. Donc dans un programme de conservation du gypaète, il faut s'intéresser à tout. À tout. Les usagers de la montagne, sans le savoir, même les randonneurs à pied, peuvent être dérangeants. Certaines falaises doivent être des espèces de sanctuaires où il faut que l'homme soit extrêmement discret, ne s'en approche absolument pas, sauf à 400-500 mètres avec un grand télescope pour suivre l'oiseau sans le déranger du tout. D'accord. Donc comment vous y prenez pour consolider ces populations et les Alors justement, il y a eu, je n'en ai pas parlé, mais il y a eu un programme extrêmement ambitieux qui a été calqué sur le retour des vautours dans le Massif central. On a décidé d'intervenir directement en réintroduisant des vautours là où ils avaient disparu. Ça s'est fait depuis les années 60. La France est un pays assez leader dans ce domaine. On a réussi à reconstituer une grosse population de vautours fauves. Quand je dis grosse, c'est 2000 individus. Et ce qui est quand même énorme pour une espèce dont il ne restait plus que 60 couples dans les années 60. Alors le vautour fauve, ayant parfaitement été adapté à son environnement, ayant été accepté par l'homme et par les bergers, par les éleveurs, parce que les éleveurs ne sont pas très loin, c'est eux qui fournissent souvent les carcasses. Donc il fallait réétablir ce lien. Donc on a pensé à passer à la vitesse supérieure, et si on réintroduisait le gypaète. Et depuis les années 80, depuis l'Autriche jusqu'à la France, s'est mis en place dans l'arc alpin un grand projet très très ambitieux. On a commencé avec des bouts de ficelle et maintenant on s'intéresse à pratiquement toutes les montagnes d'Europe occidentale. Les Balkans, c'est pour demain ou après-demain. L'Andalousie, l'Espagne continentale, les Pyrénées Atlantiques, mais là c'est uniquement une conservation, et puis ce grand projet ambitieux qui fait l'objet d'un financement européen, on dit un LIF ou un LIFE,
qui consiste à remettre en contact depuis les Pyrénées jusqu'aux Alpes les deux populations. La population d'origine réintroduite dans les Pyrénées, qui provient d'oiseaux nés en captivité à partir de souches qui peuvent venir, y compris du Kazakhstan ou d'Asie centrale, avec les populations autochtones pour brasser les gènes, pour supprimer l'isolement de cette population pyrénéenne, parce qu'on sait maintenant que la variabilité et la diversité génétique, c'est un énorme atout pour la survie d'une espèce. Voilà donc l'objectif de ce live. Donc c'est faire un point d'ancrage dans le sud du Massif central, dans les Grands Causses, et avec des têtes de pont côté Alpes dans les Baronnies, côté Pyrénées dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, pour que les deux populations se mélangent. Et alors, ils voyagent aussi loin que ça puisse se mélanger entre les Pyrénées et les Alpes? Alors, ils voyagent quelquefois trop loin. Les jeunes gypaètes qu'on lâche, pendant un an à peu près, sont sédentaires autour de l'endroit de lâcher. Ils ont très peur, on les a lâchés, ils sont nés en captivité. Hein. Ils sont partis par 2 ou 3 d'un site, qui est un site qui ressemblerait à un nid de gypaète, sauf qu'on ne les lâche pas en pleine paroi, ça serait trop compliqué. On les lâche parce qu'il faut les nourrir après. On les lâche à environ 1 mois de l'envol. Bon, on les lâche, on les nourrit sans qu'ils voient l'homme, et quand ils s'envolent, ils quittent un nid, mais ils n'ont pas vu les parents. Ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Ils deviennent eux-mêmes adultes, mais ils mettent 5 ans, 6 ans, 7 ans pour devenir adultes. Et quand ils découvrent l'émancipation normale des jeunes gens ou des adolescents, ils ne sont pas encore adolescents, ils sont encore des grands gamins, ben là ils décident de découvrir le vaste monde. Et alors ils partent dans toutes les directions. Certains vont dans les Pyrénées, mais très peu. Malheureusement, c'est curieux. Pour l'instant, la direction privilégiée de tous ces gypaètes lâchés dans les Alpes, depuis l'Autriche jusqu'à Mercantour, Parc de la Vanoise, choisissent des directions vers le nord. Certains ont survolé le Mont-Saint-Michel, un a survolé Paris, d'autres survolent la mer Baltique. Oui, donc ils vont loin. Il y en a un qui a été jusqu'en Ukraine. Ils se cantonnent dans des endroits qui peuvent être favorables. Il y en a eu un qui s'est cantonné en Slovaquie récemment. Et puis au bout d'un moment, ils reviennent. Et ils reviennent assez bien d'ailleurs, sauf quand ils ne reviennent pas, parce qu'il y a aussi des accidents. Des coups de fusil malencontreux et dramatiques. Et quand ils reviennent, à ce moment-là, ils retrouvent le même endroit parce qu'ils ont fixé le paysage, c'est pire qu'un GPS, et ils reviennent au même endroit. Ça, c'est la théorie, mais c'est aussi la pratique. Sur le même rocher. Sur le même territoire. Où d'autres gypaètes lâchés plus tôt sont revenus, et donc ça fait on reconstitue une population. Mais c'est un travail de longue haleine, vous imaginez, pour avoir à nouveau une population dans le Massif central qui soit autochtone et qui communique avec les populations alpines pour avoir ce flux de population. Voilà donc l'objectif de ce vaste projet qui va durer 7 ans et pour lequel la LPO s'investit beaucoup avec des fonds propres qu'elle doit apporter et avec le nerf de la guerre dont on a toujours besoin, bien entendu. En ce moment, il y a une campagne de dons pour sauver, chaque gypaète est précieux, et donc voilà, il y a une campagne de dons de la LPO pour récupérer des fonds pour ce programme-là. Alors j'ai une autre petite vidéo qui montre justement une réintroduction de gypaètes dans les Cévennes en 2012. Et on a aujourd'hui la dernière étape, qui est le retour du gypaète barbu. L'objectif en fait est double sur cette réintroduction. C'est d'une part de compléter le cortège de vautours qu'on a ici dans les Grands Causses. C'est aussi une stratégie plus internationale, on va dire, de mettre en reconnexion des noyaux isolés de gypaètes. Ces 3 jeunes gypaètes vont être déposés dans une cavité et lorsqu'ils seront prêts, de leur propre chef, ils prendront leur envol et intégreront en fait le massif des Grands Causses comme leur massif de naissance. Voilà, donc ils sont tous bagués, c'est comme ça que vous suivez leur déplacement? J'étais content de me retrouver parce que j'étais lors de cette libération, j'essaie d'assister à toutes, et ils sont bagués et ils sont maintenant munis de balises GPS. Télémétriques, GPS, Argos, avec même des systèmes pour les retrouver de plus près, de façon très précise. Donc ils ont 2 systèmes de localisation. Et grâce à ça, on peut avoir un suivi. D'ailleurs, il y a un site de la LPO, si on pianote gypaète, LPO et suivi des gypaètes, on peut avoir dans le détail le suivi de chaque oiseau libéré. Wow. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient des noms, hein, ils s'appellent comment? Basalte, Lérou, Kella. Alors ce sont les enfants des écoles de la région
Puisqu'on lâche dans deux régions assez proches, il y a une vingtaine de kilomètres entre les deux. L'une est dans l'Aveyron, c'est le parc naturel régional de l'Aveyron, qui est notre partenaire, et l'autre est dans les Cévennes. Cévennes, c'est là, c'est-à-dire au nord et à l'est de la région, et à l'ouest, c'est l'immensité des Grands Causses, qui sont des plateaux calcaires. C'est une zone extrêmement riche, parce que ce mélange-là des montagnes boisées d'origine primaire et acide, et des montagnes basiques de falaises calcaires qui sont extrêmement riches. Et les enfants des écoles de ces deux régions participent au choix du nom et assistent au lâcher des gypaètes. C'est bien, ça les implique comme ça. Vous avez des objectifs chiffrés sur le nombre de gypaètes qu'il faudrait relâcher l'an prochain, qu'il faudrait avoir en France en total? Il faudra en lâcher beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est 5 par an minimum. On arrive péniblement à en lâcher 3 et quelquefois on ne dépasse pas le chiffre de 2. C'est-à-dire que si on prend les aléas malheureusement de ces grands voyages dont je vous ai parlé et de ce qui peut leur arriver, l'année dernière on a un gypaète qui est mort piqué par une vipère. Des jeunes gypaètes qui grouillaient autour, parce qu'au début ils se déplacent beaucoup à pied. Ils ne savent pas bien voler, ils ont peur de voler. Puis ils ne se lancent pas comme ça. Quand ils voient ce grand paysage devant eux, ils se reposent et ils marchent. Bon, et là, il s'est fait piquer par une vipère. C'est vraiment exceptionnel. Ça n'était même pas connu. Il n'y avait aucune publication. On ne sait pas que ça existait même, qu'une vipère puisse... Mais enfin, compte tenu de ces aléas, plus on lâche d'oiseaux, plus on a une chance d'obtenir vite le résultat. Le résultat, ça sera dans quelques années, dans peut-être 10 ans, je n'en sais pas, si ça marche bien. Ça serait en gros une petite population nicheuse de 5 à 10 couples dans le sud du Massif central. Il y a la place, on a fait des tests, il y a beaucoup de nourriture, c'est plein d'animaux à manger, fournis même par les éleveurs eux-mêmes, parce que les éleveurs eux-mêmes participent au nourrissage des vautours. Si bien que eux, ça leur rend service, ça leur fait même payer moins de taxes sur l'équarrissage. Et nous, ça reconstitue le cycle berger-vautour. Je cite toujours ce proverbe latin, mais qui a quelques milliers d'années, qui disait « Ubi pecora, ibi vultures ». C'est les lapins qui disaient « Là où il y a des brebis, il y a des vautours ». Donc c'était déjà, cette relation homme-berger et vautour était déjà bien connue et bien décrite. Donc tout est favorable, et surtout, une fois qu'on aura cette petite population ancrée là, même bien avant, j'espère qu'on aura ce mouvement qui permet que quelques oiseaux alpins viennent s'installer dans les Pyrénées et que les gènes des oiseaux pyrénéens viennent féconder les oiseaux alpins. En fait, l'idée, c'est d'arriver donc d'ici 7 ou 10 ans à un écosystème dans la région française, au sens large avec nos voisins, dans un système qui puisse se développer de manière autonome, c'est-à-dire où il n'y ait plus besoin de réintroduction par l'homme, en fait. Bien sûr. Ça. Ah oui, la réintroduction n'est qu'un moyen. D'ailleurs, les vautours qui progressent eux-mêmes spontanément, on s'occupe on veille de très près aux relations hommes-vautours, parce qu'on a dit n'importe quoi sur les vautours, on a même dit qu'ils attaquaient des animaux encore vivants, et pourquoi pas des hommes. Bon, bref, c'est vrai que dès qu'il y a un animal en état de grande fragilité, c'est-à-dire immobile depuis 8 jours, même s'il n'est pas mort, un homme qui tombe d'un rocher, ça s'est vu, peut très bien finir par donner à manger aux vautours. C'est très connu. Les Parsis en Inde, en Turquie, les Zoroastriens, donnent à manger leur propre corps aux vautours. C'est pour eux un gage d'éternité, parce qu'ils vont aller au lac sacré, au paradis. Enfin, même les précolombiens avaient cette relation avec les condors. Les vautours ont toujours été... Ils ont une dimension complètement symbolique. Ils mangent la mort, ils nettoient, ils enlèvent toute trace de la mort. C'est à la fois très choquant, ça peut être choquant de voir un cadavre humain. D'ailleurs, les grandes tombes au Moyen-Âge et au Paléolithique, c'était aussi pour empêcher les loups et les vautours de manger des cadavres humains. Mais les gens qui n'avaient pas les moyens, ils ont découvert que les vautours étaient un passeport pour l'au-delà. Donc, cette dimension qui est religieuse, bien sûr, on l'a plus en France, mais il ne faut pas tomber à l'inverse, dire les vautours attaquent parce qu'ils ont mangé un cadavre. Alors là, on travaille beaucoup, mais le gypaète, lui, alors, il est tellement timide, et puis il ne sera jamais nombreux. Quand on lâche des vautours, ils sont grégaires. On peut très bien se retrouver avec 50, 100 vautours qui mangent en même temps le cadavre d'une hache. Alors je peux vous dire, c'est un immense spectacle.
un immense spectacle de la nature. Ça vaut vraiment les plus belles scènes qu'on puisse imaginer en Afrique ou ailleurs. Ça se passe chez nous, tous les jours, tous les jours. Et là, des gens qui ne connaissent pas les vautours peuvent être inquiets. Genre, oh là là, les vautours, ils sont tombés de partout, ils ont mangé, qu'est-ce que je fais? Bon, mais c'est beau. Alors, il y a même dans les Grands Causses et dans les Pyrénées, il y a des endroits où les bergers mettent à manger aux vautours. Et il y a un petit belvédère à 300, 400 mètres, 200 mètres. Et là, on peut se régaler de spectacles. Et dans les Grands Causses, où on a maintenant, on avait organisé une maison des vautours, qui est une espèce de musée des vautours et de leur retour en France. Les touristes de toute l'Europe sont très contents de venir se régaler. C'est magnifique, en vol c'est sublime, posé ça peut faire peur, mais c'est aussi extraordinaire. Ouais, il est beau aussi posé. Il joue un rôle essentiel, il nettoie gratuitement. Faut pas oublier qu'un animal mort dans une montagne, jusqu'à il y a très peu de temps, et encore pour bien des cas, c'est un camion qui part de très loin, qui fait des centaines de kilomètres. Ça coûte une fortune à l'État, aux équarrisseurs. Prendre la vache, l'emmener dans un centre de crémation. On les crame, on les brûle dans des cimenteries pour atteindre 800 degrés pour éliminer le prion de la vache folle. Je ne sais pas si vous voyez, les vautours font ça cadeau, complètement cadeau, et sans émission de gaz à effet de serre. Ah là là. C'est les amis des hommes. Et alors, on a des bonnes nouvelles. J'ai trouvé une vidéo super récente. C'est le 30 novembre dans le parc de la Vanoise. C'est lequel? C'est celle-là. On assiste à un accouplement. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est tout récent, le 30 novembre 2016. Je peux parler là? Oui, bien sûr. Les gypaètes sont très amoureux, mais 2 mois par an. Vous savez, dans la nature, la période des noces et de l'accouplement, ça dure, même chez le cerf, qui est un espèce de foudre d'élan amoureux, ça dure 1 mois et demi. Au bout de ce temps-là, les cerfs retrouvent leur tranquillité jusqu'à l'automne suivant. Les gypaètes, ça commence en octobre-novembre et ça va durer jusqu'en janvier. En janvier, ils ont fait leur nid. En même temps, ils font le nid, ils se caressent. Il y a des scènes de tendresse absolument extraordinaires chez les oiseaux pareils. N'oublions pas que la femelle est barbue aussi, mais ça n'empêche pas d'être très féminine. Et ils pondent en janvier, grosso modo, 2 mois d'incubation. Là, le mâle travaille, il joue son rôle, il participe lui-même à l'incubation et au nourrissage du petit poussin, parce qu'il y a un seul poussin qui naît, qu'il faut nourrir, alors cette fois pas avec des bouts d'os, parce qu'il est tout frais, il faut le nourrir avec des petits morceaux de viande très tendres. C'est ça qui pose le problème en Corse, où il y a beaucoup de concurrents, et la population corse, ça c'est notre grand problème, c'est 4 couples. Alors, on suit les accouplements des gypaètes corse en ce moment avec beaucoup. Et il y a d'ailleurs une réunion demain ou après-demain en Corse qui réunit tous les gens passionnés par le gypaète, dont l'ALPO et dont la Fondation pour la conservation des vautours, dont j'ai été moi-même le président jusqu'à il y a 2 ans, et qui elle, permet d'élargir ce qu'on fait en France à tout l'ensemble de l'aire de répartition, et même quelquefois ailleurs, puisqu'en Afrique, on a aussi d'autres soucis. Ok, merci beaucoup. On va parler un petit peu de musique avant de finir dans le potager du web. Est-ce que vous saviez, est-ce que Erwan tu savais, qu'on pouvait faire de la musique avec un oscilloscope? Non. Je savais qu'on pouvait faire des jeux vidéo avec un oscilloscope, mais de la musique, non. Des jeux vidéo, j'ai jamais entendu parler. C'est un monsieur qui s'appelle Jerobeam Fenderson, c'est un artiste qui en fait a voulu faire un truc qui s'entend, enfin tu vois ce que tu entends et tu entends ce que tu vois. C'est-à-dire qu'il crée un signal audio dont la waveform, c'est-à-dire la forme d'onde, quand elle est visualisée, peut s'afficher sur un oscilloscope et c'est à la fois agréable à voir et à la fois agréable à entendre. Il ne suffit pas de faire un truc joli, il faut que ça ait une tête de musique électronique à l'oreille. Donc ça ressemble à ça. C'est évolué comme oscilloscope quand même. Ah oui. Bon, c'est bien programmé alors. Je sais plus comment s'appelle le mode qui permet de visualiser les ondes de cette façon. En tout cas, c'est juste un mode d'oscilloscope normal.
canal audio gauche donne les mouvements horizontaux du signal et le canal droit donne les mouvements verticaux. Et donc, c'est pas de l'illustration. Quand il fait la Terre avec les continents ou quand il fait les planètes qui tournent, c'est vraiment le son que tu es en train d'entendre. Donc, il dit les formes les plus simples sont composées avec un simple synthétiseur analogue, alors que les formes complexes sont modélisées via un logiciel très précisément. Alors, il a 3 logiciels, Pure Data, Max et Ableton. Et les formes complexes, c'est pas ce que tu as vu là. Ça, c'était simple. Les formes complexes, c'est les champignons, par exemple. Je pense que la Terre, ça compte aussi. Oui. Et toujours avec cette contrainte, il faut que ça s'écoute et que tu puisses juste le mettre dans ton casque, que ça soit encore de la musique. Il a fait un album de 46 minutes de musique d'oscilloscope à acheter sur son site oscilloscopemusic.com. Il avait fait un Kickstarter et il y a plein de vidéos sur la chaîne YouTube à son nom. C'est donc Jerobeam Fenderson. Lui, il dit c'est la corrélation la plus exacte possible entre l'image et le son. Ce qui me fait penser à un autre truc qui n'a pas grand-chose à voir, à part cette histoire de corrélation entre l'image et le son. C'est Norman McLaren. J'avais envie de reparler de Norman McLaren parce que je l'adore. C'est un génie du cinéma d'animation canadien, donc il est mort en 87. Et lui aussi, il avait cherché la corrélation entre l'image et le son en grattant en fait sur la pellicule d'un film qu'on projette dans une salle de cinéma. À droite, à gauche, il y a l'image, les petits carrés qu'on voit quand on représente une pellicule. Et à droite, en fait, il y a la bande son. Et ça s'écarte comme ça plus ou moins et c'est lu par un lecteur de son. Et lui, il avait gratté directement la pellicule, fait des petits carrés de différentes largeurs, de différentes hauteurs, pour voir ce que ça donnait comme son, tout en remettant ces mêmes carrés dans l'image pour voir ce que ça donnait à l'image. Et donc son film Synchromie, c'est exactement ça. Voilà, on voit ce qu'on entend, on entend ce qu'on voit. Version analogique en fait. Ouais. Il y en a pour 7 minutes, c'est super. Voilà, et petit bonus, sur son making-of vidéo, il a fait... Ça c'est le premier. Ça c'est le premier, oui. Oui, c'est plus Norman McLaren. Ah d'accord. Et ça c'est à la forme de l'étoile noire, regarde. Pas Avec mal. le trou, là. Oh, pas mal. Et on finit par des poils. Comme c'est Noël, les poils aujourd'hui, ça va être le petit chien au nez rouge, d'après la musique de Rodolphe le petit renne au nez rouge. La chanson a été chantée par Johnny Marks en 1949, ça nous rajeunit pas, et la vidéo sur laquelle ça a été mis, enfin à partir de laquelle ils ont refait la chanson, c'est Gabe the Dog sur Facebook. Voilà, c'est une vidéo de Rapid Liquid. C'est cucu, mais c'est la dernière émission avant Noël. Voilà, c'est la dernière émission avant Noël. On se retrouve l'année prochaine. On se retrouve en janvier. Eh bien, bonne fête de fin d'année. Encore merci Michel Terrasse, c'était super intéressant. C'est passionnant. Ouais. C'est JPaET, pardon. JPaET Barbu, en Oui. plus c'est le meilleur nom du monde. Enfin, je veux C'est dire, ça. tous les vautours s'appellent vautours, sauf lui, qui a son petit nom pour faire son intéressant. C'était trop chouette, Et merci. on va suivre, on va suivre ce que ça va donner cette Merci, opération quand même. Et bonne fin d'année. Salut! Merci, ciao.